Si vous avez peur des requins, ne regardez pas cette vidéo. Non, je plaisante. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez terrifiante mais vraie, celle de l'USS Indianapolis, un navire de l'US Navy qui a connu avec son équipage une fin terrifiante en 1945. Ce drame est aussi connu à cause du film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé lors de ce naufrage meurtrier? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de plonger ensemble, c'est qu'à de le dire, dans cette histoire de survie qui est l'une des plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, il faut que je vous parle de mon partenaire pour cette vidéo qui est justement un jeu vidéo, World of Warships. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un port militaire, j'ai toujours adoré jouer à la bataille navale et ce jeu est complètement dans la thématique de cette vidéo. World of Warships, c'est un jeu gratuit de simulation de bataille navale en ligne avec plus de 500 navires historiques disponibles. Vous retrouverez 11 nations dont la France évidemment et 4 classes de navires. Torpilleurs, croiseurs, cuirassés et porte-avions, que vous pourrez manœuvrer selon votre propre stratégie. Ce qui est génial, c'est que tous les navires sont fidèlement reconstitués à partir de documents historiques et de plans réels. Vous retrouverez les célèbres Yamato, le Bismarck et bien sûr l'USS Indianapolis. Les bateaux sont aussi personnalisables et vous naviguez dans des décors au graphisme époustouflant. On s'y croirait et moi franchement j'adore. Alors si vous voulez tenter l'aventure, un lien est disponible dans la description de cette vidéo pour télécharger gratuitement le jeu sur PC. Et si vous êtes nouveau joueur, vous disposez avec le code WARSHIPS d'un énorme pack de démarrage d'une valeur de 25 € dans lequel vous retrouverez 500 doublons, la monnaie du jeu, 7 jours de compte premium, 2 millions de crédits, un navire de rang 4 et 6 points de compétence commandant. Il y aura encore énormément de choses à dire tant ce jeu est complet et impressionnant, mais je vous laisse le plaisir de le découvrir par vous-même. Tout est dans la description de cette vidéo. Alors n'attendez plus, testez World of Warships, vous allez voir, ça envoie vraiment du lourd. Remontons maintenant durant la Seconde Guerre mondiale. Mesurant 186 mètres de long, le croiseur lourd USS Indianapolis est l'un des navires les plus redoutés de l'US Navy. Il est notamment doté de 3 tourelles de 3 canons de 203 mm et s'est maintes fois illustré au combat dans tout le Pacifique, notamment dans les îles Marshall, les îles Mariannes ou Guam, ce qui lui a valu 10 décorations. Ayant servi de vaisseau amiral au président des États-Unis lui-même, le président Roosevelt, l'Indy, comme on le surnomme, est considéré comme le fer de lance de la 5e flotte. Fin 1944, le capitaine Charles McVay prend le commandement de l'Indianapolis. Même si c'est sa première grande affectation, McVay est issu d'une famille de militaires et est destiné à devenir amiral comme son père. À bord de l'Indy, le capitaine McVay assiste notamment le débarquement des forces américaines à Iwo Jima en bombardant l'ennemi. Et lors de la féroce bataille d'Okinawa, il est confronté comme d'autres navires de la flotte américaine aux redoutables kamikazes. En effet, à cette période de la guerre, les Japonais formaient de jeunes pilotes pour qu'ils aillent s'écraser volontairement sur les navires ennemis. Lors de la bataille d'Okinawa, les batteries de canons antiaériens de l'Indianapolis parviennent à intercepter 6 avions ennemis. Seulement, un appareil réussit quand même à percuter le navire. 9 hommes trouvent la mort dans cette attaque, mais le capitaine McVay parvient à contrôler les dégâts et à limiter les pertes humaines. Et il réussit aussi à ramener le navire à faible allure jusqu'à la base navale de San Francisco afin qu'il soit réparé. Pendant les réparations, un tiers de l'équipage de l'Indianapolis est remplacé, surtout par des marins inexpérimentés. Des garçons de 17, 18 et 19 ans qui, pour la plupart, n'ont jamais mis le pied sur un bateau. Et tandis que l'Indianapolis est toujours à San Francisco, le capitaine McVay se voit confier une mission classée top secret. Il doit livrer un mystérieux chargement le plus rapidement possible à l'autre bout du Pacifique. On charge donc discrètement sur l'Indy une caisse en bois de 5 mètres sur 5, accompagnée d'un étrange cylindre en métal. Les membres de l'équipage sont loin de se douter que ce cylindre renferme de l'uranium-235 enrichi, car cette caisse contient les composants d'une bombe atomique. Le problème, c'est que, pour ne pas attirer l'attention des Japonais, l'USS Indianapolis ne sera pas protégé. Il n'aura aucune escorte. Il ne sera accompagné d'aucun destroyer ou escorteur pour repérer et détruire d'éventuels sous-marins ennemis. Et l'Indy, qui est un croiseur, n'est pas équipé de sonar. Il ne peut donc pas détecter les submersibles et est en quelque sorte aveugle. Par conséquent, cette mission se présente comme assez risquée, mais le capitaine McVay va la remplir avec succès. Après une étape à Pearl Harbor, l'Indy arrive le 26 juillet 1945 sur l'île de Tinian et livre son chargement mortel, la bombe atomique surnommée Little Boy, qui deviendra tristement célèbre 11 jours plus tard. Sa mission remplie, le capitaine McVay reprend la route vers l'ouest, direction Guam, où il fait escale. Il doit ensuite se rendre à Leyte, aux Philippines, pour un exercice d'entraînement à plus de 2000 km à l'ouest.
Le 28 juillet 1945, l'Indianapolis, avec 1196 hommes à son bord, met donc le cap sur Leyte. Il repart toujours sans escorte malgré les demandes du capitaine. Le 29 juillet 1945, dans la soirée, ça fait maintenant près de 36 heures que l'Indy a quitté Guam. Normalement, la procédure exige que les navires de l'US Navy naviguent en zigzag afin de compliquer la tâche aux sous-marins ennemis. Mais le capitaine McVeigh est semble-t-il pressé d'arriver à Leyte. Et vu que la nuit est tombée, que le ciel nuageux et que la visibilité est mauvaise, il donne l'ordre de ne pas faire de zigzag et d'augmenter la vitesse. Par la suite, les heures s'écoulent sans incident. Mais vers minuit, les conditions météo changent en l'espace de quelques minutes. Le ciel se dégage, la nuit apparaît, et tandis que l'Indy trace sa route, un sous-marin de la marine impériale, le I-58, fait surface dans le même secteur. À son bord, le commandant Mochitsura Hashimoto aperçoit dans son périscope la silhouette du croiseur, sans escorte. Et Hashimoto ne revient pas. Pour lui, c'est une occasion en or. Il fait alors tirer plusieurs torpilles. Quelques secondes plus tard, la première torpille touche la proue du croiseur à tribord, et la seconde le frappe à proximité d'une soute de combustible et d'une soute à munitions. L'énorme explosion coupe le bâtiment en deux, le privant aussitôt d'électricité. Sur l'Indy, tout le monde se retrouve subitement plongé dans le noir. Mais un des 4 moteurs du bateau fonctionne encore, et comme il continue d'avancer, des tonnes d'eau s'engouffrent dans la coque. À l'intérieur du navire, c'est la panique. Des hommes courent dans tous les sens, tandis que d'autres sont piégés par l'eau. Et sur le pont, c'est le chaos total. Le feu fait rage. Le bateau commence à sombrer par la proue, et après avoir tenté de le sauver, le capitaine McVeigh ordonne d'abandonner le navire. Et le croiseur réputé infaillible, qui a survécu à de nombreuses grandes batailles, va couler comme une enclume. Il coule en seulement 12 minutes dans les eaux qui comptent parmi les plus profondes de la planète. Et 12 minutes, c'est très court. À titre de comparaison, le paquebot Titanic avait lui coulé en 2h40 en avril 1912. Dans le cas de l'Indy, on estime qu'environ 300 personnes sur les 1196 hommes d'équipage sont morts durant le naufrage. Mais près de 900 hommes sont maintenant dans l'eau. Plusieurs SOS ont été envoyés par le croiseur avant qu'il ne coule. Mais c'est terrible, aucun navire ne viendra secourir les rescapés. Soit parce que ces SOS n'ont pas été pris au sérieux, parce qu'ils n'ont pas été confirmés par la suite, soit parce qu'on pensait qu'il s'agissait de faux messages de détresse envoyés par les Japonais pour attirer les navires américains dans des guet-apens. Et vu que la date d'arrivée de l'Indianapolis à Leyte aux Philippines n'avait pas été précisée, personne ne va vraiment s'inquiéter de son absence. Les 900 survivants de l'Indy se retrouvent alors livrés à eux-mêmes dans la mer des Philippines, à 450 km de la terre la plus proche. La plupart des marins sont équipés d'un gilet de sauvetage, et un certain nombre d'entre eux se sont réfugiés sur des radeaux de survie rudimentaires, mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et pour les hommes dans l'eau, le cauchemar ne fait que commencer, car certains sont blessés et baignent dans des nappes de mazout qui se sont échappées de l'Indy. Le mazout, c'est une sorte de pétrole très épais, visqueux et toxique. Et couverts de mazout, certains matelots sont malades, ils en ont même dans les yeux et vomissent parce qu'ils en ont avalé. Par la suite, les 900 survivants vont se séparer en plusieurs groupes, parfois distants à des kilomètres les uns des autres, et ils vont commencer à dériver. Quand le jour revient, le 30 juillet 1945, le calvaire des marins de l'Indianapolis continue, car ils brûlent sous le soleil intense du Pacifique. Certains déchirent leurs vêtements pour se faire des bandages et se protéger les yeux des rayons du soleil. Sachant que les rescapés n'ont pratiquement rien à manger et à boire, et qu'ils souffrent de déshydratation, ils sont en mauvaise posture. Mais ça n'est pas fini. Ils doivent maintenant faire face à une nouvelle menace, invisible et sournoise. Car sous la surface, un très grand nombre de requins ont fait leur apparition. On parle de plusieurs centaines de requins qui ont été attirés dans la zone par le naufrage. Le bruit, les vibrations et le sang. Parce qu'il faut savoir que les squales ont des capacités sensorielles hors normes. Ils peuvent les détecter à des kilomètres à la ronde. En ce qui concerne les espèces de requins qui vont attaquer les naufragés, il s'agit essentiellement, si l'on en croit les témoignages, de requins océaniques ou requins pointe blanche. Si le requin pointe blanche n'est pas le requin le plus impressionnant par sa taille et est plutôt lent, c'est l'un des plus redoutables pour les naufragés. Car loin des côtes, la nourriture se fait plus rare, et ce prédateur a appris depuis des millions d'années à trouver de la nourriture. Les naufragés de l'Indy vont donc avoir principalement affaire à des requins pointe blanche, mais aussi certainement à des requins tigres. Des requins tigres qui sont réputés très agressifs et qui dévorent souvent tout ce qui passe à leur portée. Au départ, les hordes de requins s'en prennent principalement au corps des marins décédés, d'insolation ou de noyade. Mais les squales vont s'en prendre ensuite aux survivants. On sait que bien souvent, ils commencent à tourner en cercle autour de leur proie avant d'attaquer.
Affaiblis et désespérés, les rescapés tentent comme ils le peuvent de se protéger des requins. Ils les frappent, ils essaient de les éloigner. Certains tentent de former des cercles protecteurs avec leurs camarades, mais ça n'empêche pas les attaques. Et des survivants ont expliqué plus tard que certains requins sont très belliqueux, très audacieux. Ils n'hésitent pas même à venir dans des groupes. Ils slaloment entre les rescapés pour en attraper un en particulier. Et pourquoi lui et pas un autre, on ne sait pas. C'est un peu la loterie et c'est terrifiant. Surtout que ce véritable cauchemar va durer pendant des jours et des nuits durant lesquels les hommes se font harceler par les squales. Et contrairement à une idée reçue, les naufragés installés sur les radeaux de sauvetage ne sont pas forcément plus en sécurité, parce que ces radeaux ont pour effet d'attirer les poissons. Et quand les naufragés saignent en plus parce qu'ils sont blessés, ça rend les requins dingues et ça ne fait qu'augmenter leur agressivité. D'après les témoignages qu'on va recueillir plus tard, les requins mordent essentiellement les rescapés aux extrémités, aux parties qui ne sont pas recouvertes par des vêtements, comme les pieds par exemple. Et désolé pour le détail un peu gore, mais bon, il arrive souvent que les requins emportent un morceau, comme un membre. Et ce détail est un indice qui nous laisse penser que, effectivement, si les marins ont en grande partie été attaqués par des requins océaniques, des requins pointe blanche, il y avait aussi des requins tigres dans le tas. Il y avait très certainement des requins tigres parmi les agresseurs parce que, d'après les spécialistes, ces requins ont des mâchoires très puissantes et des bouches pleines de couteaux aztèques, entre guillemets. Donc pendant 4 jours, les rescapés de l'Indie connaissent l'enfer. Ceci dit, il faut quand même rétablir certaines vérités historiques. Car contre toute attente, tous les rescapés de l'Indie n'ont pas été harcelés à mort par les requins. Apparemment, certains groupes de survivants étaient plus attaqués que les autres. Et le docteur Lewis Haynes, le médecin de l'Indie, qui était à la dérive avec le plus grand groupe de survivants, a expliqué que sur les 110 heures qu'il avait passées dans l'eau, il n'avait vu qu'un seul requin. Il a aussi dit qu'il n'avait vu personne se faire attaquer. Vu le manque de documentation, il est impossible de savoir combien de naufragés de l'Indie ont été réellement tués par des requins. Certains historiens ont estimé le chiffre entre une douzaine, ce qui paraît assez peu, et 150. La fourchette est donc assez large. Il est très clair que des requins ont certainement tué des hommes dans l'eau, mais les archives historiques indiquent qu'ils se nourrissaient plus de morts que de vivants. Et ils n'ont pas fait ça par grandeur d'âme, non, ils ont fait ça pour une raison simple. Il est beaucoup plus facile pour eux de manger un cadavre dans l'eau que de dépenser l'énergie, se fatiguer, à aller attaquer un naufragé. Je referme la parenthèse. Continuons le récit. Le 2 août 1945, ça fait maintenant 4 jours que les survivants de l'Indianapolis dérivent en mer des Philippines. Jusqu'à présent, ils ont cumulé la malchance, mais la chance va enfin leur sourire. Un avion américain PV-1 Ventura effectuant une patrouille anti-sous-marine de routine repère complètement par hasard de nombreux hommes à la mer. Il donne aussitôt l'alerte et un hydravion Catalina de la Navy est dépêché sur place pour porter assistance aux naufragés. L'appareil est piloté par le lieutenant Adrian Marks. Arrivé sur zone, il largue des radeaux de sauvetage et des provisions à la mer. Mais voyant que certains des hommes épuisés se font attaquer par des requins, Marks décide d'aller les secourir. Allant à l'encontre des ordres, le pilote effectue un amérissage et récupère autant d'hommes que possible, à l'intérieur de son avion et même sur les ailes. Mark sauve ainsi 56 naufragés à lui seul, et on peut considérer qu'il est un héros. Endommagé, le Catalina ne peut plus décoller, mais il sert de refuge aux rescapés le temps que 7 navires, dont le destroyer USS Cecil G. Doyle, arrivent sur site et sauvent les hommes restants. Et le capitaine Charles McVeigh fait partie des survivants. Mais le bilan des victimes est lourd, très lourd. Quand l'Indianapolis a coulé, il y avait 1196 hommes à son bord. Et sur les 900 marins qui ont survécu à la catastrophe, seulement 316 seront récupérés vivants, ce qui fait du naufrage de l'USS Indianapolis le plus meurtrier de l'histoire de la marine des États-Unis. Donc c'est un véritable désastre, mais les autorités américaines ne vont pas le crier sur les toits parce qu'elles ont d'autres priorités dans les médias. En effet, 4 jours plus tard, le 6 août 1945, le bombardier B-29 Enola Gay de l'armée américaine largue sur Hiroshima la première bombe atomique utilisée de manière offensive, marquant à jamais l'histoire de l'humanité. Il largue la fameuse bombe Little Boy qui avait été transportée en secret par l'Indianapolis à Tinian, une bombe qui a fait plusieurs centaines de milliers de victimes au Japon. Le 9 août, c'est au tour de Nagasaki de connaître le feu nucléaire. Et le 15 août 1945, l'empereur annonce la capitulation du Japon. Si les États-Unis sortent victorieux de la Seconde Guerre mondiale, et si le capitaine McVeigh a survécu au naufrage de son navire, les ennuis ne sont pas terminés pour lui parce que certains le jugent responsable du drame. Et si certains amiraux préconisent juste une simple lettre de réprimande, d'autres veulent qu'il aille répondre de ses actes devant un tribunal. Il est le seul commandant d'un navire de guerre américain à être traduit en cour martiale pour négligence ayant entraîné la perte de son navire. On reproche à McVeigh surtout la mise en danger de son navire en omettant de zigzaguer.
Mais aucune mention n'est faite d'éléments à décharge comme l'absence de réaction aux OS envoyés par l'Indianapolis. Et durant le procès, un témoin surprenant est appelé à la barre. Le commandant Hashimoto du sous-marin I-58 qui avait torpillé l'Indianapolis. Et le témoignage du japonais est en faveur de McVeigh. Hashimoto déclare qu'il aurait coulé le croiseur de toute façon et que la manœuvre de zigzag n'aurait rien changé à la situation. Mais l'intervention du japonais ne servira à rien. Le commandant McVeigh est reconnu coupable du naufrage de son navire. Donc même si je ne suis pas historien, je vais quand même vous donner mon humble avis. Suite à ce naufrage meurtrier, qui est l'un des pires qu'ait connu la marine américaine et qui a choqué énormément à l'époque le public américain, il fallait trouver un responsable, il fallait trouver un bouc émissaire et la solution de facilité, c'était d'accuser le capitaine. Alors que sa hiérarchie avait refusé de lui donner une escorte et qu'on ne l'avait pas informé de la présence d'une escadre de sous-marins japonais, le groupe Tamon, dans la zone que l'Indianapolis devait traverser. En effet, les services de renseignement américains avaient obtenu cette information grâce à une méthode de décryptage des communications japonaises confidentielles surnommée Ultra. Mais on n'avait pas voulu transmettre cette information à McVeigh pour éviter que les Japonais comprennent qu'on pouvait décoder leur message. On l'a donc quelque part envoyé un peu dans la gueule du loup, lui et son équipage. Mais le capitaine McVeigh sera tout de même condamné. Il ne se remettra jamais de ce verdict et finira par rejoindre le reste de son équipage dans l'autre monde, en 1968, mais il le fera de son propre chef, sur la terre ferme. Indignés par le traitement réservé à leur ancien commandant, les survivants de l'Indy lanceront par la suite une campagne de réhabilitation qui aboutira à une résolution du Congrès des États-Unis selon laquelle le capitaine McVeigh est lavé de tout soupçon concernant le naufrage de son croiseur. En juillet 2001, l'US Navy va réhabiliter McVeigh et toute mention de sa responsabilité dans le naufrage est retirée de son dossier militaire. Et 16 ans plus tard, un autre événement marquant va survenir. Le 19 août 2017, le navire de recherche Harvey Petrel, financé par le milliardaire américain Paul Allen, retrouve l'épave de l'Indianapolis dans la mer des Philippines. Ce qui reste du croiseur repose à 5500 mètres de profondeur, soit environ 3 fois la profondeur du Grand Canyon. En août 2023, au moment où j'enregistre cette vidéo, il ne reste plus qu'un seul survivant de l'Indianapolis. Âgé de 96 ans, l'homme se nomme Harold Bray. « Je pense que je suis sacrément chanceux », a-t-il déclaré récemment dans les médias. En conclusion, l'attaque des requins contre les survivants de l'Indianapolis est restée gravée dans la mémoire collective. Mais elle a certainement été amplifiée et notamment par le film Les Dents de la Mer, Jaws, de Steven Spielberg. Dans le film, l'un des personnages nommé Quint, interprété par l'acteur Robert Shaw, est un survivant de l'Indianapolis et il raconte la tragédie dans une scène glaçante. Les requins ont certes fait des victimes dans cette tragédie, mais certainement moins qu'on pourrait le penser. Ils s'en sont surtout pris à des marins qui étaient déjà décédés. Et il ne faut pas que les squales occultent les autres grandes causes de décès dans cette tragédie. De nombreux survivants sont morts d'insolation, d'épuisement, de déshydratation ou de noyade. Et sombrant dans le délire et souffrant même d'hallucinations, certains en seraient même venus à tuer leurs propres camarades. Pour finir, certains d'entre vous vont peut-être me dire dans les commentaires « Oui, Lionel, c'est pas si grave ce qui est arrivé à ces marins, c'était des militaires ». Parce que c'est vrai, il faut quand même le dire, la bombe sur Hiroshima qui avait été transportée par l'Indianapolis a fait beaucoup plus de victimes. On parle d'environ 250 000 victimes. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier toutes les victimes d'Hiroshima, il y a eu aussi de Nagasaki évidemment, beaucoup de femmes et aussi d'enfants qui ont perdu la vie dans des circonstances atroces. Je veux pas enfoncer de porte ouverte, mais c'est vrai que la guerre c'est quelque chose de très sale, les guerres propres ça n'existe pas. Et d'un autre côté, il ne faut pas oublier non plus que la majorité des victimes de l'Indianapolis étaient des gamins. Ils n'avaient que 17-18 ans. Ils étaient à peine sortis de l'enfance. D'ailleurs, l'unique survivant, Harold Bray, n'avait que 17 ans à l'époque. Donc que toutes ces personnes reposent en paix, et c'est là-dessus que je termine cette vidéo. J'espère que cette histoire de survie en mer, cette histoire avec un grand H, vous a intéressé, et si vous la connaissiez déjà, vous avez peut-être appris une nouvelle chose. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air qui fait plaisir, et pour plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne. Donc merci, et un grand merci aussi à World of Warships, le partenaire de cette vidéo. Je vous invite encore à télécharger gratuitement le jeu sur PC, le lien est dans la description de cette vidéo avec le code promo pour obtenir le pack de démarrage. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour du nouveau contenu, des affaires de disparition, des mystères évidemment, mais aussi des histoires extraordinaires, mais vraies. Ah, là je crois que je vais devoir vous laisser parce que j'ai un bateau à prendre, il va pas m'attendre, j'ai pas envie qu'il parte sans moi, donc j'abrège. Je vous dis à bientôt et ne disparaissez pas.